Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Il est médecin urgentiste et il est accusé d'avoir causé la mort de 7 patients en fin de vie. Nicolas Bonnemaison comparaît à partir de ce mercredi devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques pour empoisonnement. Il risque la prison à perpétuité, un procès qui va durer 1 mois avec 60 témoins appelés à la barre, dont 3 anciens ministres. Un procès qui relance aujourd'hui le débat sur l'euthanasie. Nicolas Bonnemaison est-il coupable d'avoir mis fin au jour de ses patients sans avertir la famille, sans consultation avec personne, ou a-t-il au contraire soulagé ses patients? Faut-il aller plus loin dans la loi, Leonetti? Quels sont les risques? Y a-t-il des risques de dérive? Eh bien voilà les questions que nous poserons ce soir à nos invités. À vous Didier Sicard, bonsoir. Vous êtes médecin, ancien président du comité consultatif national d'éthique, coordinateur d'une commission. Vous avez rendu un rapport fin décembre sur la fin de vie au gouvernement. Et vous avez auditionné notamment au président de la République. Vous avez auditionné, enfin vous avez recueilli le témoignage de plusieurs patients. Vous nous direz ce qui ressort de ce rapport. Et vous êtes par ailleurs donc l'auteur de l'éthique médicale et la bioéthique. Et c'est aux éditions PUF, Presse universitaire de France. Jean-Luc Romero, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, conseiller régional d'Île-de-France et auteur de Monsieur le Président, laissez-nous mourir dans la dignité. C'est aux éditions Jean-Claude Gazevitch. Patrick Pelloux, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin urgentiste, auteur de On ne vit qu'une fois, et c'est aux éditions du Cherche Midi. Et puis on attend d'une minute à l'autre Philippe Bataille, il est sociologue, membre du comité d'éthique clinique de l'hôpital Cochin, auteur de À la vie, à la mort, euthanasie, le grand malentendu, et c'est aux éditions Autrement. Avant de commencer ce débat, eh bien on va tout de suite écouter l'avocat de Nicolas Bonnemaison, c'était ce mercredi. Je crois qu'il va y avoir un véritable débat de société. Et ce qu'on espère, c'est qu'on va sortir en fait de cette hypocrisie et faire avancer les choses. C'est terrible de passer sa vie avec des gens qui vont mourir. C'est terrible de passer sa vie avec des gens que vous allez chercher au bord d'une autoroute et qui sont là aussi en train de mourir. Tout ça, ça a été sa vocation, mais peut-être qu'il a présumé de ses forces. Mais de là à voir une conséquence entre ce qui lui est reproché, le fait qu'il ait mal fait son boulot, qu'il n'ait pas obtempéré à la loi, qu'il se soit mis à vouloir donner la mort, ça, il y a une barrière que nous ne franchirons pas. Jean-Luc Romero, il est coupable, Nicolas Bonnemaison? Je ne suis pas juge, je ne suis pas là du tout pour le juger. Moi, d'abord, je voudrais dire, quand on parle de procès de l'euthanasie, c'est pour moi pas le procès de l'euthanasie, parce que l'euthanasie, c'est à la demande de la personne. En l'occurrence, c'est pas le cas. Mais ça relance, c'est pas le procès de l'euthanasie, oui. On ne l'a pas dit, on a dit que ça relançait le débat sur l'euthanasie. Mais en même temps, pour moi, c'est plutôt le procès de la loi Leonetti, qui montre, une fois de plus, après quasiment 10 ans, à la fois son inefficacité, c'est-à-dire que les médecins ne s'en emparent pas, parce que quelque part, elle leur fait parfois peur. Parce que par exemple la sédation, bah oui, ça fait parfois peur quand on laisse des gens pendant des jours et des semaines sans les nourrir, sans les hydrater, bah c'est un peu dur. Et puis les gens ne s'emparent pas de cette loi. Vous savez, les gens ont du bon sens. Ils veulent aujourd'hui décider. Et ils ont compris aussi aujourd'hui que dans le système, ce n'est pas eux qui décident. Ils ne sont pas au centre. C'est les gens qui sont autour du lit qui décident. Et les gens, ce qu'ils veulent, et c'est pour ça qu'on a ce débat sans arrêt. Nicolas Bonnemaison, sans le juger, parce qu'on ne va pas faire son procès évidemment ici. Mais est-ce que vous diriez, c'est un homme courageux, c'est un homme en tout cas qui a aidé ces patients qui vivent dans l'angoisse de l'attente de la mort, si c'était des gens qui allaient mourir quelques heures après ou quelques jours après, et que d'une certaine manière, il les a délivrés? Dans ce qu'on a aujourd'hui, oui, il a fait ça par compassion. Un homme qui s'est retrouvé en plus seul face à toutes ces souffrances, bien sûr, mais je vous dis, on n'est pas là, nous, pour le juger. En tout cas, aucune famille n'a porté plainte contre lui, ce qui est quand même un signe extrêmement important. C'était des gens qui étaient en fin de vie, mais je vous dis, ce procès, il se passe aujourd'hui dans le sud de la France, et c'est aux juges de décider, et aux France et au jury, notamment. Patrick Pelloux, je voulais vous réagir à ce que disait Jean-Luc Romero. Non, je suis assez d'accord avec ce que dit Jean-Luc. Il y a 2 familles qui sont portées partie civile, quand même. Pour être dans le dossier, non, enfin, pour avoir les... En tant que professionnel et sur la profession d'urgentiste, on suit ce procès comme le lait sur le feu. Parce que ça va être une jurisprudence qui va conditionner beaucoup de choses. En effet, ce n'est pas le procès de l'euthanasie, c'est vraiment le procès d'un médecin qui croit dans l'honneur parce qu'il n'était pas incarcéré, il se présente à son procès, il n'a pas cherché à fuir, il assume, donc c'est un homme d'honneur.
et qui répond devant la loi. En effet, nous, on ne va pas se poser en tant que justicier ou présumé de ce que va dire le procès. Et on croit à ce que la justice fasse vraiment la part des choses. Vous avez déjà été confronté comme ça à des gens en fin de vie? Vous êtes médecin urgentiste. Mais oui, mais tous les jours. Mais comme vous disiez fort justement, la loi Leonetti n'est pas connue. Il faut savoir que la loi Leonetti, dans l'enseignement des étudiants en médecine, ça fait une demi-heure. D'accord? Donc du coup, évidemment, elle passe un petit peu... Puis finalement, faut le dire, souvent, beaucoup de médecins... On rappelle la loi Leonetti quand même pour nos téléspectateurs, 2005, c'est le laisser mourir en fait, ce que vous disiez tout à l'heure. Non, c'est plus loin que ça. Non, c'est l'accompagnement, c'est ne pas aller trop loin, c'est une loi qui a encadré les excès, parce qu'en effet, il y avait des excès de la réanimation à tout prix et avec toutes les techniques possibles. C'est une loi qui a essayé d'encadrer. Quand on la connaît bien, qu'on rentre dedans, elle est assez complète. Mais laisser mourir, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut être très concret. Laisser mourir, c'est ne plus hydrater, ne plus alimenter, c'est ça la loi Leonetti. C'est calmer la douleur. Voilà, donc ça veut dire augmenter les doses de morphine, mais d'une certaine manière, c'est de l'euthanasie passive, ça. Mais appelez-le comme vous voulez, mais c'est actif, passif, comme vous voulez. On soigne la douleur et la mort fait partie de la vie. Mais quand vous augmentez les doses de morphine, c'est de l'euthanasie, ça peut être considéré comme de l'euthanasie active, puisque vous accélérez le processus de mort. Et aujourd'hui, ça se fait dans les hôpitaux. Ça se fait dans les hôpitaux, ça se fait sous certaines conditions, et surtout dans des décisions qui sont collégiales. C'est-à-dire, et surtout, je dirais... Et l'important, c'est d'avoir des décisions collégiales. Vous rappeliez l'importance de la famille. Mais combien de personnes, combien d'entre nous autour de la table, ont fait à quelqu'un de confiance le vœu de ce qu'il souhaiterait? Très peu. Combien de personnes qui nous regardent sont allées jusqu'au bout de ce raisonnement en disant s'il m'arrivait un arrêt cardiaque, s'il m'arrivait quelque chose, jusqu'où on doit aller? Très peu de personnes. Du coup, on se retrouve, nous, urgentistes, parfois, le samedi soir, à minuit, avec une personne qui est atteinte de cancer ou avec des maladies qui sont à des stades terminaux, et à joindre le médecin, c'est impossible. La famille ne sait pas, voire même n'est même pas informée. Donc c'est vrai qu'on est face à il faut que la société s'empare du dossier, comme le monde médical, mais nous... On demande justement à ce qu'il y ait des éclaircissements sur la loi. On va en parler. C'est ça qui est Didier important. Sicard, vous avez rencontré justement des citoyens. Que vous ont-ils dit justement par rapport à la fin de vie? Ils demandaient, comme chaque être humain, qu'on les écoute et qu'éventuellement on les aide à mourir. Mais pas qu'il y ait forcément des actes notariés, anticipés, plusieurs mois à l'avance. Le paradoxe dans cette histoire, c'est que la médecine a toujours aidé à mourir. Mais elle l'a fait de façon clandestine jusque dans les années 80. Et à ce moment-là, la société, au fond, était très silencieuse parce qu'il y avait une espèce d'omerta médicale. Et puis, dans les années 90, la réflexion éthique a commencé à surgir et brutalement, les médecins ont eu conscience que ce qu'ils faisaient comme ça dans l'anonymat, la clandestinité, n'était pas bien. Et c'est le moment où la société, à juste titre, a commencé à réclamer la participation au débat. Et au fond, la médecine s'est prise au jeu, elle s'est révoltée, elle a eu le sentiment d'être chargée des basses œuvres. Et la loi Leonetti, théoriquement, aurait dû pouvoir aider la médecine. Et non seulement elle ne l'a pas fait, mais la médecine, à mon avis, c'est le procès de la médecine, le procès de Bonne Maison. C'est le procès de la médecine parce que c'est le procès d'une inattention à la fin de vie, d'une désinvolture totale vis-à-vis de la formation médicale dans ce domaine, et avec des attitudes en surplomb qui finissent par laisser les médecins, les jeunes étudiants complètement démunis par rapport à cette situation. Mais vous êtes choqué, pardonnez-moi Didier Sicard, de l'acte finalement de ce médecin, parce qu'on rappelle quand même à nos téléspectateurs... Moi je ne voudrais pas parler, parce que je vais être auditionné au procès dans quelques jours, donc je n'ai pas envie que l'avocat me dise « Ah, vous avez dit à France 24 telle chose », donc laissez-moi tout de même porter une certaine virginité sur notre domaine. Je ne parle pas de Bonne Maison en tant que telle, mais je pense que... La médecine française s'isole des autres pays européens par le maintien de l'acharnement thérapeutique.
Et c'est un non-dit. La loi le dénonce, l'acharnement thérapeutique continue, que ce soit en cancérologie, que ce soit en cardiologie, que ce soit... Et donc, même les urgentistes sont confrontés à cet acharnement thérapeutique. Et donc, et on peut imaginer qu'une femme de 90 ans qui est dans un EHPAD et qui arrive à 2 h du matin dans un service d'urgence, le service d'urgence, il est totalement démuni parce qu'il ne connaît pas l'histoire. Et comment peut-il faire autrement que sortir ou une médicalisation excessive, soit dire, écoutez, je ne peux rien faire sur un brancard. Et donc, quelle que soit la générosité, quelle que soit l'attention, l'humanité des médecins, l'hypermédicalisation de la fin de vie me paraît être une spécificité française. Et donc, je crois que on pourrait tout à fait travailler. C'est pour ça que je pense que quelquefois les débats sont piégés par l'euthanasie, le suicide assisté, plutôt que de réfléchir sur qu'est-ce qu'un être humain collectif, que ce soit une personne âgée, que ce soit une personne en état végétatif à 20 ans après un accident de moto. C'est des situations qui sont toutes différentes. L'un a la vie derrière soi, lui a la vie devant lui. Et qu'il y ait une réflexion commune sur la réappropriation par les sujets, par les médecins eux-mêmes. Quand je serai en fin de vie, je ne voudrais pas que la médecine m'impose telle ou telle stratégie thérapeutique, que je voudrais qu'elle m'écoute, qu'elle m'entende et que je ne sois pas piégé. En même temps, je ne suis pas absolument certain que avoir à réclamer une injection létale soit la meilleure façon de s'en sortir. Mais enfin, je laisse cette liberté possible. Mais je trouve que le vrai débat qui est toujours escamoté, c'est comment notre hypermédicalisation de la fin de vie finit par se substituer à l'attention à la personne. Et que, au fond, le caractère hospitalo-centriste de la fin de vie me paraît en contradiction avec les vœux des citoyens qui veulent mourir chez eux, à domicile, entourés de gens qui les aident, qui éventuellement les aident à mourir, mais qui ne soient pas forcément passés par des lois très spécifiques qui auront de la peine à trouver les limites. Parce qu'on voit très bien, j'étais avec des Belges tout à l'heure, on voit très bien que ils ont fait pour les enfants, et les enfants, la douleur physique, mais est-ce que la douleur psychique d'un enfant sera prise en compte? On n'arrivera jamais à cerner les conditions. En même temps, si on formait les médecins, si on formait... pas non plus médicalisé totalement, mais s'il y avait une société qui prenait en compte que la fin de vie doit être un moment d'attention de la société, un moment de solidarité à celui qui va mourir, dont l'importance est quand même plus grande que tout l'entourage. Mais là, vous ne parlez pas de la douleur. Hein. Mais la douleur, oui, vous mais savez, c'est quand même douleur, important la douleur. Oui, parce que c'est bien l'attention. Non, mais la douleur, la douleur. Mais il y a la douleur, il y a la douleur, et puis il y a la peur de la mort. Et puis il y a des gens qui ont fini leur vie aussi. Il y a un moment, voilà, quand on est au bout, vous le disiez tout à l'heure, au bout de la route, qu'on est épuisé. Eh bien oui, qu'on soit entouré, c'est très bien. Mais à un moment, vous savez, même quand on souffre aussi tellement, même d'avoir ses proches autour de soi, on ne le supporte pas. Moi, qui étais un grand militant de la lutte contre le sida, combien j'ai vu mourir de jeunes, mais ils s'en fichaient qu'on soit là à leur donner de l'amour. Ils n'en pouvaient plus. Ils disaient « délivrez-moi ». C'est possible. Eh oui, c'est pas possible, mais c'est une réalité. Mais il faut aussi permettre qu'il est indigne que quelqu'un qui voudrait mourir accompagné meure seul. Bien sûr, mais on est tous d'accord là-dessus. Mais là, c'est sur la question. La question là du débat, c'est aussi la question de la douleur et de la douleur aussi physique et psychologique. C'est-à-dire, vous savez que vous allez mourir et vous êtes dans l'angoisse de l'attente de la mort et vous êtes sur un brancard aux urgences et il n'y a personne pour s'occuper de vous et vous souffrez et physiquement et psychologiquement. On va donner quand même la parole aussi à Philippe Bataille. Justement, voilà votre point de vue là-dessus. Écoutez, à partir des choses qui se sont dites, moi je crois effectivement que ce n'est pas le procès de l'euthanasie. On saurait être dans une situation d'euthanasie alors que la plupart des cas qui sont évoqués, le processus morbide est engagé et que nous sommes à quelques heures de la mort. Mais je suis comme Didier Sicard, je suis appelé par le procès, je serai à Pau dans quelques jours et tout ça sera éclairci. Mais dans tous les cas, moi je dirais que la mort c'est pas positif. Je veux dire, la mort... on saurait la prévoir, les circonstanciés, même dans les urgences, enfin même dans des circuits attendus, y compris parfois en soins palliatifs, en USP, la mort se présente toujours dans des conditions qui peuvent être totalement inattendues par la médecine. Et ce dont il est question là, c'est l'aide active à mourir, c'est l'aide médicale à partir, c'est le soutien... Vous êtes pour ?
Non seulement je suis pour, mais ça s'impose, c'est pratiqué. On peut être pour, on peut être contre, c'est fait tous les jours et plusieurs fois par jour dans tous les hôpitaux de France. Et les législations qui évoluent lorsqu'elles discutent correctement, comme au Québec. Le rapport de l'INED, justement, excuse-moi de te couper par rapport à ça, mais on nous a dit qu'avec la loi Leonetti, il n'y aurait aucune dérive, tout se passerait bien. Enfin, quand il y a eu le rapport de l'INED fin 2002 qui nous dit qu'en France, dans un pays où c'est illégal, il y a zéro... Attendez, je termine. De 2002, oui. Il y a 0,8% d'euthanasie. 4600 personnes qui seraient euthanasiées par an. Puis quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y a seulement 1200 personnes qui ont demandé. Donc ça veut dire qu'il y a 3000 personnes qui ont été aidées sûrement par compassion, je suis quasiment sûr que c'est dans ces cas-là, mais on voit quand même où on en est. Les dérives, c'est pas en Belgique, c'est pas aux Pays-Bas qu'elles ont lieu, c'est dans notre pays, parce qu'il n'y a pas une réglementation qui met d'abord la volonté du patient au centre. Et tant qu'on ne fera pas ça, eh bien il y aura des dérives dans notre pays, parce que moi je suis pour ceux qui veulent mourir le plus tard possible. Oui, mais vous dites la volonté du patient, Jean-Luc Romero. Il y a des gens, et Didier Sicard le disait tout à l'heure, il y a des gens, je veux dire, qui ne pensent pas, qui se disent pas, je vais mourir demain matin, donc je vais dire quelles sont les dernières volontés. 95% des gens qui arrivent aux urgences, 95%, attendez, il faut quand même savoir la chose. D'ailleurs, regardez dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, 95% des gens qui sont aidés, c'est des gens qui sont conscients jusqu'au bout et qui le demandent jusqu'au bout. C'est 5% des gens qui sont dans un coma ou pas capables de pouvoir le dire. Donc, c'est vous-même, vous pouvez être dans une phase terminale d'un cancer, avoir votre conscience jusqu'au bout et le demander vous-même. Eh bien, si vous ne voulez pas l'avoir, si on avait fait le travail sur les directives anticipées pendant 10 ans, au lieu d'en parler tout le temps, c'est le seul fichier de directives anticipées qui existe en France, c'est celui qu'a créé la DMD. L'État n'a pas été capable d'aider, je pense que les urgentistes, ça les aiderait beaucoup, qu'il y ait un fichier sur lequel, ou sur la carte vitale, ils pourraient savoir quelle est la volonté de la personne. Nous, on le réclame depuis 10 ans, en vain, personne ne nous écoute, ça fait rire tout le monde, et aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il y a ce débat qui va très loin et que les Français sont très favorables, on a bien sûr tous ces grands professeurs qui nous disent « Ah oui, les directives anticipées, il faudrait s'en occuper. » Oui, c'est histoire d'évacuer le débat, bien sûr, il fallait s'en occuper. Mais il y a bien longtemps qu'on aurait dû s'en occuper si on nous avait enfin écoutés. Mais ce n'est pas non plus le débat des urgences et des conditions dans lesquelles on travaille et de ce qui s'y passe. C'est certain qu'on se retrouve 54% des certificats, l'Observatoire de fin de vie l'avait noté, 54% des certificats de décès sont faits par les urgentistes. Que ce soit le préhospitalier avec le SAMU ou l'hospitalier en intra. Et c'est vrai que en 2006-2007, nous avions réclamé justement qu'il y ait des chambres dédiées à la fin de vie au niveau des urgences. Parce que comme nous disait le professeur Sicard, souvent ça se passe mal dans les maisons de retraite pour des patients grabataires, déments, etc. Ça fait peur au personnel et on n'aura pas forcément expliqué ce qui allait se passer. Et donc on nous demande d'aller les chercher. Mais on ne va pas les réanimer. Donc du coup, on les amène aux urgences et la fin de vie s'effectue au niveau des urgences. En fait, ce que vous nous dites, c'est que finalement des patients dont on ne veut plus. C'est des patients dont on ne veut plus. C'est pas qu'on ne veut plus, c'est que les structures... C'est des patients qui font des allers-retours aussi entre les urgences et chez eux. C'est des patients donc c'est un problème de structure, il y a un problème de moyens. On va parler des soins palliatifs dans la seconde partie du débat parce qu'on doit faire une petite pause, le temps du rappel des titres. À tout de suite.